Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres du journal. La grève à la mairie d'Apatou, c'est toujours le statu quo après 2 jours de mobilisation. Les agents réclament entre autres revendications la mise en place de véritables services de ressources humaines. Quelle agriculture guyanaise à l'horizon 2030? Les grandes lignes d'un projet de développement de cette agriculture étaient débattues aujourd'hui à la région. De plus en plus d'élèves choisissent les filières lusophones au sein de notre académie. Quel est le programme pédagogique de ces classes et qui sont les étudiants? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans le journal. L'actualité sociale pour commencer et ce 2e jour de grève à la mairie d'Apatou à l'appel de l'UTG. Les agents municipaux sont mobilisés pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles concerne l'absence d'un véritable service de ressources humaines à la mairie. Le remplacement de l'actuel directeur des services techniques est également demandé par les grévistes. Le point sur cette tension sociale à Apatou avec Marc-Philippe Combat et Yves Robin. Sur la centaine d'agents employés à la mairie d'Apatou, 50 sont en grève. C'est le chiffre annoncé par les grévistes mobilisés. La collectivité, elle, en dénombre 35 de son côté. Si des discussions ont eu lieu vendredi dernier dans le cadre du préavis entre le maire et ses agents, elles n'ont pas abouti. Les 2 parties sont reparties dos à dos. Aucun accord n'a été conclu, ni de relevé de décision actée. On a discuté des points de revendication, mais le maire, à chaque fois, il nous envoie à 3 mois, à 5 mois, à 6 mois, tous les points qu'on a discutés. Donc, pour nous, il nous envoie à chaque fois que c'est politique, c'est politique, c'est politique. Alors, c'est pas politique, c'est nos droits. On demande que à respecter nos droits de fonctionnaires. Les revendications des grévistes sont d'ordre structurel et portent également sur l'amélioration des conditions de travail et sur le respect des droits des salariés. En l'absence du maire en déplacement dans le chef-lieu, le directeur général des services précise que demain, une rencontre est prévue pour la signature d'un relevé de décision. La réponse de la mairie serait la commande de 2 audits, l'un portant sur les ressources humaines et l'autre sur le fonctionnement du service technique, service dont les grévistes demandent le départ du directeur, avec des résultats attendus dans 3 mois et qui devraient déterminer toute prise de décision. S'il n'y a pas de réponse, on va être mobilisé, on va être là. Donc après, on va faire une réunion avec l'union locale de Saint-Laurent. Et puis après ça, on verra pour la suite de la grève. Cette grève des agents de la commune est la première sous l'ère de Paul Dolianki qui entame son 2e mandat. Motivés, les grévistes semblent bien décidés à aller jusqu'au bout. La grève illimitée se poursuit. L'UTG sur un front plus large de l'actualité avec notamment la prise de position du nouveau conseil syndical sur la crise du BTP. Le syndicat fait part également de son sentiment sur la rentrée scolaire et une incertitude qui plane sur le sort des agents dans le cadre de la collectivité unique. Thierry Merlin et Sofiane Dey. Le nouveau conseil syndical de l'Union des travailleurs guyanais en ordre de marche derrière son secrétaire général Albert Darnal qui a succédé au mois de juin dernier à Patricia Saïd, démissionnaire. Une centrale syndicale qui a donc souhaité ce matin faire le point sur la situation sociale en Guyane, une situation qui se dégrade selon l'UTG. La rentrée des classes a été catastrophique, les secteurs du BTP et de la santé sont en déclin et des travailleurs, toujours à en croire le syndicat, sont régulièrement harcelés sur leur lieu de travail. Dans de nombreux secteurs majeurs, la situation est inquiétante. L'éducation, avec tous les problèmes qu'on a pu soulever, nous manque absence de professeurs, place dans les écoles, absence d'infrastructures scolaires, la santé qui est dans un état de déliquescence qui nous interpelle, le BTP et puis tous les problèmes de harcèlement qu'on peut rencontrer dans un certain nombre de collectivités, voire la CGSS, et nous insistons là-dessus parce que le problème nous est remonté de manière assez forte. Donc c'est ça un petit peu la situation générale qui nous interpelle. Autre crainte, et non des moindres, pour l'UTG, le sort des travailleurs dont la perspective de la collectivité unique. Nous avons l'impression que c'est une grosse cacophonie, que les choses ne sont pas claires. Et là encore, ce sont les salariés qui seront les laissés pour compte de cette belle affaire. Ce cas bien précis de la collectivité unique, est-ce que les syndicats ont été sollicités? Est-ce que vous avez eu à un moment donné votre mot à dire? En tant que centrale syndicale, nous n'avons pas encore été sollicités. C'est ce qui nous interpelle. Parce que même si les syndicats dans la collectivité ont été consultés, paraît-il, nous n'avons pas encore de retour particulier sur ce qui va se faire par rapport aux salariés. L'Union des travailleurs guyanais qui souhaite désormais assumer pleinement les futures batailles sociales dans une Guyane, il est vrai, minée par la crise économique et dont le taux de chômage est de plus de 12%.
Le torchon brûle au centre hospitalier de Cayenne. Le syndicat UTG-CGT Santé a dénoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse, je cite, les pratiques scandaleuses du directeur du CHAR. Le projet d'externaliser les services de la restauration fait monter d'un cran la tension sociale. Renaud Terrazzoni et Franck Fernandez. Le projet de privatiser le service de restauration de l'hôpital André Rosemont au profit d'un prestataire privé n'est pas acceptable pour le syndicat UTG. Il n'est pas question pour nous, par rapport à notre histoire, par rapport à nos différentes luttes précédentes où nous nous sommes engagés à obtenir une nouvelle cuisine, d'accepter l'externalisation de ce service avec un redéploiement général du personnel titulaire et un arrêt systématique des contrats. La cuisine ne sera pas fermée, elle est tout près d'ici, elle est toute neuve. Donc l'outil restera, les équipes seront redéployées et nous entendons, après avis des instances qu'il faut consulter, bien entendu, trouver un prestataire de service dont ça sera le vrai métier de faire de la restauration. C'est sur la qualité de l'alimentation des patients que le syndicat s'interroge. Nous avons un pays qui a une diversité de richesses culinaires, avec des productions culinaires variées, une accessibilité aux produits de la mer, mais il n'est pas question pour nous de donner aux gens des œufs déshydratés, de leur donner du poulet congelé juste chauffé dans un four. Mais c'est un scandale. La direction de l'hôpital explique que l'externalisation de la restauration répond à la demande de l'État de faire un effort de gestion. Ça permettra d'améliorer la qualité. Je ne jette pas la pierre aux agents qui aujourd'hui œuvrent au quotidien pour faire, dans des conditions pas toujours faciles, leur métier. Mais ce n'est pas non plus notre vrai métier. Donc le but, et chacun qui a pu aller à l'hôpital ou aller voir des parents ou être hospitalisé, sait qu'on peut améliorer la qualité du standard, sait qu'on peut améliorer la qualité de la restauration ou d'autres aspects hôteliers. Et effectivement, le but, c'est d'économiser un peu d'argent pour le mettre en faveur du soin, du diagnostic. Mais manifestement, le dialogue UTG et direction est tendu. Son annonce de vouloir réduire le personnel précaire à 10%, nous lui avons fait des propositions comme le prévoit la procédure. Arriver à cette proposition qui, effectivement, nous ramènera à cette échelle de 10%, on n'en a pas plus de réponse. Donc on se rend compte qu'on a un directeur qui a beaucoup de paroles mais qui n'a pas beaucoup d'actes. Je partage l'idée des syndicats comme quoi il y a trop de contractuels dans cet établissement. Sur plus de 2200 personnes qui travaillent au CHAR, il y a environ 500 qui ont un statut de contractuel, c'est-à-dire un statut plus précaire. J'ai proposé aux organisations syndicales un pacte social à signer d'ici quelques mois, où nous pourrons améliorer le bien-être au travail et où nous pourrons aussi résorber l'emploi contractuel. L'hôpital de Cayenne projette sa réhabilitation, une extension prévisible des services entraînant le redéploiement de 185 emplois. Une refonte globale avec des changements à venir importants. En bref, société avec les résultats d'une enquête de l'INSEE sur la pauvreté publiée aujourd'hui. Les données concernant la Guyane et les Antilles seront rendues publiques à la fin du mois de septembre. Concernant la France, la pauvreté a touché moins de Français en 2012, mais le niveau de vie médian a lui aussi baissé. 8,5 millions de Français vivaient avec moins de 987 € par mois en 2012. Quelle agriculture pour la Guyane à l'horizon 2030? Une question à laquelle élus, techniciens et professionnels du secteur, mais aussi des personnes intéressées par le sujet, ont tenté de répondre ce matin au Conseil régional à l'invitation du président de région. Que faut-il retenir de ce débat qui a été fort animé? Thierry Stampfleur et Alfonso Martinez étaient présents. Comment augmenter les parts de marché des produits agricoles guyanais et arriver un jour, pourquoi ne pas rêver, à l'autosuffisance? À défaut d'être nouveau, le débat a été relancé par la région avec un nouveau rapport commandé à un organisme extérieur. Ses conclusions sont claires. De par ses spécificités, la production agricole locale n'a rien de comparable avec les agricultures des autres territoires français. Et pour qu'elle soit performante, il faudra y mettre des moyens, de très gros moyens. On ne peut pas se satisfaire d'avoir simplement les programmes européens tels qu'ils sont pensés de manière générale pour les DOM et pour les régions ultra-périphériques, puisque c'est les mêmes instruments, et qu'il y a une exception guyanaise sur un certain nombre de sujets qui sont le foncier, le fait qu'on récupère de la forêt au lieu de récupérer des terres agricoles, le fait qu'on a des tout petits marchés, que les exploitations sont loin, que c'est compliqué de s'installer, etc., que les banques suivent très peu, etc. Et donc c'est tout ça qui m'amène à ce raisonnement de dire il faut un certain nombre de moyens, et ces moyens, il faut vraiment les multiplier lourdement pour arriver à ce qu'on arrive à développer une agriculture qui couvre une partie plus importante de la consommation locale qu'elle ne le fait aujourd'hui.
Les débats ont été intéressants et plutôt animés, avec des propos et demandes très concrètes de producteurs sur la nécessité de trésorerie, sur l'appui de techniciens plus stables, sur l'apport nécessaire de la recherche scientifique, mais aussi sur le soutien à des techniques novatrices telles les projets agroforestiers ou le maintien du modèle des abattis familiaux. Le modèle qui a toujours eu en Guyane est un modèle qui évolue et qui peut évoluer. Et de ce fait, introduire une mécanisation pour des résultats meilleurs et ainsi pouvoir avoir un outil qui permet l'autosuffisance d'une famille et aussi une contribution au développement de la production agricole. Ce sont toujours les mêmes qui accèdent aux aides et je crois qu'aujourd'hui il faut tenir compte tenu des réalités économiques françaises et européennes, tenir compte de ces familles qui travaillent de père en fils ou avec leurs enfants pour leur permettre eux aussi d'avoir un avenir plus serein. La région se propose de structurer des aides financières venues d'ailleurs. Avec l'augmentation rapide de la population guyanaise, la demande de produits agricoles existera. Reste à créer les conditions d'une offre variée et compétitive. Vaste programme. Justice avec la réaction de la ministre de la Justice après la dénonciation par le syndicat UNSA ce week-end de l'insuffisance des moyens au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Christiane Taubira rappelle avoir trouvé en mai 2012 un parc pénitentiaire très dégradé dans les Outre-mer et que l'effort du gouvernement actuel pour la réhabilitation des infrastructures pénitentiaires était largement au-dessus de celui consenti par la précédente majorité. Les sénatoriales, c'est dans moins de 20 jours, le 28 septembre, date du scrutin. 5 candidats briguent le suffrage des grands électeurs en Guyane, parmi eux le sénateur sortant Georges Patient qui souhaite poursuivre son mandat. Il a déposé sa candidature cet après-midi à la préfecture. José Charles-Nicolas et Alfonso Martinez. Hier, au ministère de l'Outre-mer, il remettait son rapport sur les pistes de réforme des finances des collectivités d'Outre-mer. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, c'est un candidat au sénatorial qui se présentait à la préfecture de la Guyane. Georges Patient, candidat à sa propre succession, afin, dit-il, de poursuivre l'action parlementaire entamée. J'ai commencé à travailler avec un premier gouvernement. Avec un second, j'ai eu davantage d'opportunités de coopérer. J'ai commencé un travail qui commence à porter ses fruits et j'entends le continuer, d'autant plus que ce travail est un travail qui intéresse directement les collectivités locales. Homme de gauche proche du Parti socialiste autant que de la fédération locale du PS, celui qui brigue un second mandat, vous l'avez compris, a fait campagne sur la force de son bilan d'action. J'ai communiqué en permanence en adressant régulièrement ma lettre aux différents élus de ce pays. Je continue à œuvrer constamment avec eux, que ce soit les élus du fleuve, les élus du littoral, les élus de l'Est. Donc j'ai une très bonne connaissance du pays. Eux aussi me connaissent très bien. Ils savent dont je suis capable. Donc je suis certain, quasiment certain, qu'ils m'accorderont leur suffrage. Un Georges Patient résolument confiant, le sénateur sortant en effet pourra aussi compter sur le poids politique de sa suppléante, qui n'est autre que la maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort. Marie-Laure Finera-Hort qui est justement en Martinique où elle participe depuis hier au 10e congrès des communautés de l'Outre-mer. Un congrès qui réunit des élus et des administratifs pour discuter d'aménagement du territoire et intercommunalité. Les épreuves du baccalauréat pendant le mois de septembre. En Guadeloupe, une centaine de candidats qui n'avaient pas pu se présenter à la session du mois de juin car ils souffraient du chikungunya ont passé l'examen la semaine dernière. Le reportage de Marilyn Plaisir et Olivier Duflot. C'est la rentrée. L'insouciance des premiers jours de rentrée pour ces lycéens, excepté pour les rescapés du chikungunya. Il y a 3 mois, ces jeunes étaient cloués au lit, terrassés par la maladie. Impossible pour eux de passer les épreuves du baccalauréat. Alors ce matin, session de rattrapage avec l'épreuve de philosophie. Je suis plutôt enthousiaste puisque bon, j'ai une deuxième chance, je ne vais pas la laisser passer. Il faut essayer de rebondir après. C'est pour ça que je suis là. J'ai révisé toutes mes fiches et pendant les vacances, c'était exercices et des sujets bac qui avaient déjà été faits. Même si ça a été difficile de réviser pendant les vacances, ça nous a quand même permis d'acquérir un peu. Ça être plus, moi dans mon cas, être plus sereine. Des vacances avec la saveur des jours de labeur pour ces lycéens.
Mais monsieur le proviseur, lui aussi, a fait des sacrifices. En début d'année scolaire, lorsqu'on fait la rentrée, c'est une grosse machine. Nous avons un gros établissement, mais bon, nous avons quand même un personnel qui sait faire. Pendant toute une semaine, c'est quand même une trentaine de professeurs qui sont utilisés pour cette session de septembre, au détriment, bien entendu, des cours qui démarrent. Dans cette salle, les candidats les plus ambitieux le savent. Une mention au bac n'est plus une garantie pour pousser les portes d'une école de commerce ou d'une école préparatoire. Car le temps des inscriptions, lui, est bel et bien passé. Éducation toujours, mais en Guyane, avec cette tendance constatée d'une année à l'autre, l'augmentation croissante du nombre d'élèves dans les filières lusophones de notre académie, plus d'élèves dans les classes à vocation européenne et internationale. Quel est le programme pédagogique de ces classes et qui sont les étudiants inscrits dans ces filières? Le reportage tout de suite de Vanessa Porphyre et Abel Parnasse. Dans ce collège, l'histoire s'écrit en portugais du Brésil. Oubliez l'apprentissage basique des langues vivantes étrangères qui se cantonnent à la grammaire et à la conjugaison. C'est toute une plongée culturelle proposée pour permettre d'assimiler toutes les subtilités du portugais. Ce sont des élèves qui ont suivi une formation en portugais dès la classe de 6e. Ce qui leur en faisant 2 heures de portugais en 6e et en 5e, 2 heures supplémentaires, donc 5 heures en 4e, et puis cette année aussi 5 heures de portugais donc en 3e. Donc ça leur permet d'avoir quand même un niveau plutôt solide en portugais, ce qui leur permettra justement d'intégrer des classes européennes beaucoup plus facilement. Réussir à intégrer une section internationale, ces lycéens ont relevé le défi. Un concours passé après leur 3e, ils forment la première promotion de cette classe d'excellence unique en France. Les motivations sont diverses, mais la passion est bien là. J'ai des origines brésiliennes et dans cette section, nous apprenons vraiment des choses du Brésil, l'histoire du Brésil, avec des exemples du Brésil et justement, ça me donne envie d'approfondir mes connaissances. Je suis d'origine martiniquaise et polonaise. Et j'ai choisi d'intégrer cette section parce que j'aime pratiquer le portugais et je m'intéresse aussi à la culture brésilienne. Donc en plus c'est une toute nouvelle section qui s'ouvre, donc c'était intéressant pour moi de voir, d'essayer et puis c'est toujours une mention en plus pour valoriser mon bac. Les cours de littérature sont dispensés en portugais, l'histoire-géographie aussi. On explore également toute la richesse de la littérature lusophone et l'histoire du Portugal. L'enseignement du portugais en Guyane a une place bien spécifique. C'est un enseignement un peu privilégié parce que nous occupons donc une situation géographique proche du Brésil et c'est la première académie tant par le nombre d'élèves, de professeurs que de classes pour l'enseignement du portugais. Cet enseignement, nous le retrouvons en classe primaire, en secondaire au collège et au lycée également. Nous le trouvons aussi aujourd'hui, me semble-t-il, à l'université et également en classe préparatoire au lycée Félix Eboué. La proximité du Brésil avec la Guyane, une raison supplémentaire de découvrir la culture de nos voisins, trop souvent méconnue. Les hurleurs de Guyane s'interrogent sur les derniers chiffres de l'orpaillage clandestin. 479 sites selon la préfecture au 1er janvier, 520 selon des journalistes brésiliens qui ont effectué des reportages en Guyane en juillet dernier. Des chiffres qui n'ont été ni confirmés ni infirmés par les autorités françaises. L'association souhaite la mise en place d'un plan d'éradication de l'orpaillage illégal sur l'ensemble du territoire avec des objectifs précis. Cette question pour refermer ce journal, les Amérindiens de Guyane sont-ils les abandonnés de la République? C'est le postulat d'un ouvrage consacré aux problématiques rencontrées par ces populations, en particulier dans la région du Haut-Maroni. Les auteurs ont recueilli plusieurs dizaines de témoignages décrivant les problèmes de pollution, de violence ou de prostitution liés à l'orpaillage clandestin, mais aussi l'épidémie de suicide qui sévit chez les plus jeunes. Le livre a été présenté hier à Paris devant la presse française. Cyriaque Sommier et Bruno Gambetta. Scène de vie quotidienne chez les Wayana du Haut-Maroni. Des images d'une existence paisible au bord du fleuve, derrière lesquelles se cache une triste réalité. Une véritable catastrophe humanitaire et écologique induite par l'orpaillage clandestin. Une situation dénoncée ce lundi à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Il y a le mercure
qui contaminent les bébés ainsi que les adultes, les ordures qui flottent sur le fleuve et la pêche, les poissons, on pêche dans le fleuve pour se nourrir. À proximité des sites d'orpaillage, sur le territoire Wayana, il y a aussi de la violence, de la prostitution, de la drogue, de l'alcool. En plus d'être contaminées au plomb, ces populations du fleuve connaissent un taux de suicide 10 fois plus élevé que dans le reste du pays. Un photographe et 2 journalistes français ont décidé de briser le silence en faisant témoigner les principaux intéressés. On a voulu aller sur le terrain, leur donner la parole pour qu'ils puissent expliquer la situation qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire pas d'eau potable, une école en langue française obligatoire, une déculturation. À 12 ans, ils sont obligés de quitter les villages du Haut-Maroni pour aller au collège qui se trouve à Maripasoula, à 3 heures de pirogue. Tout est fait pour les déstructurer, les déculturer. Dans le même temps, les associations amérindiennes portent plainte contre l'État pour son inaction dans ce dossier depuis 20 ans. Il ne s'agit pas de faire lourdement condamner la France, mais d'inciter l'administration à réagir. Si ce recours peut éventuellement activer, provoquer de saines et adéquates réactions, celles qu'attendent les communautés amérindiennes depuis tant d'années, on sera satisfait. Un recours au tribunal administratif de Cayenne comme une action de la dernière chance pour des Indiens Wayana qui refusent de disparaître dans le silence et l'indifférence. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À retenir dans l'actualité, la grève à Apatou. C'est toujours le statu quo après 2 jours de mobilisation. Les grévistes réclament la mise en place d'un véritable service de ressources humaines à la mairie. Dans un instant, la météo suivie de film. Billy Elliott. Demain, en radio à 7h15, le général Lambert Lucas, commandant de la gendarmerie de Guyane, sera l'invité café. Je vous retrouve demain avec grand plaisir dès 19h pour les titres. Très belle soirée à tous.